Je appelle maintenant le premier intervenant, Bruno, et je vous demande vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est pas facile de parler devant autant de gens. Merci à vous. Cool, merci. Déjà, désolé pour toi, Hugo, mais tu t'es planté sur mon nom. C'est Correa, pas Correa. Sinon, ouais, je vais vous raconter une histoire que j'ai pas souvent entendue, et pas ici. Moi, je suis un fidèle de Family, je suis venu à pas mal de meet-up. Il y a une histoire qu'on entend beaucoup, c'est sur le web, sur le mobile, comment en gros, comment on scale, comment on track, tout ça, on sait très bien le faire. Une histoire qu'on n'entend jamais, c'est comment on le fait quand on a des offres desktop. Parce que pour une raison très simple, l'écosystème desktop est resté très bloqué, on a des écosystèmes qui ne marchent pas, Mixpanel, tout le reste ne marchera jamais sur desktop. En tout cas, ils n'ont pas prévu de le faire. Et du coup, il a fallu qu'on trouve des tricks à chaque fois, qu'on essaie de trouver des solutions pour appliquer les règles qu'on aime, qu'on sont des règles de croissance et qu'on veut appliquer, à un univers qui, lui, n'a pas beaucoup évolué. Hop, juste avant, pourquoi je vais vous parler ce soir, j'ai fait 2-3 trucs avant de finir chez Infinite. Le premier, c'est App Gratis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, s'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette boîte. C'est globalement App Gratis, c'est la première boîte sur mobile à Paris qui est passée de 20 000 users à 12 millions dans le monde en un an et demi. Globalement, j'étais là dans la core team d'App Gratis. Et c'était assez incroyable parce qu'on lance un petit blog, on lance une app, on a 20 000 personnes sur la newsletter, et en un an on se retrouve avec 12 millions de personnes devant Facebook, devant WhatsApp, ceux dans 12 pays. Ça aurait été génial de vous balancer 2-3 tips, c'est des trucs assez fous qu'on a fait. La vérité c'était que c'était il y a quand même 4 ans, et que tous les hacks qu'on a pu sortir, toute la façon dont on s'est retrouvé en tête de l'App Store dans 12 pays, aujourd'hui ils ne marchent plus. Ils ne marchent plus pour une bonne raison, c'est que tout ce qu'on a fait que App Gratis s'est fait virer de l'App Store au bout de 2 ans. Donc ça marche moins bien. Mais ça c'était génial parce que c'était une époque où on faisait beaucoup de gros hacking et on appelait ça pas ça encore du gros hacking. C'était juste, il fallait avoir trouvé des règles pour avoir de la croissance, pour avoir des users et on pétait tout et on s'en rendait même pas compte en fait. Donc ça c'était assez marrant. Deuxième boîte pour laquelle j'ai bossé, c'était Productive. Boîte à New York, une boîte qui faisait du B2B en SaaS. Encore une fois, à l'époque où le MRR et tout ce qu'on entend maintenant à longueur de journée n'était pas hyper commun. Donc on arrive, les métriques sont bons, mais une dette produit est énorme. Et là, c'est avec eux que j'ai appris à faire du produit à l'américaine, où j'ai appris le Scrum et j'ai appris toutes les méthodos qui font que les boîtes itèrent super vite. Et c'est avec eux qu'en 6 mois, on a résorbé toute la dette produit. Et la boîte a été vendue à une autre boîte de la Valley, Jive Software, qui elle fait du B2B. Les mecs, ils sont toujours à San Francisco, ils s'éclatent. Et ça, c'était assez sympa. Dernier truc, et puis après j'arrête avec moi-même, The Growth Bakery, ça fait 2 ans qu'on a monté ce petit crew de growth hacking avec des potes. Et globalement, on a des sociétés qui sont mobiles, produits et SaaS. Et ça nous a permis de voir une dizaine de boîtes et d'aider sur des problématiques hyper différentes. Mais la boîte dont je vais vous parler ce soir, c'était la première fois que j'avais une problématique, c'est Infinite. Globalement, j'ai fait, vous l'avez vu, du mobile, du web, on en a fait énormément, et il y a toujours des problématiques très différentes, mais des outils et des méthodes qui sont toujours un peu les mêmes et qui sont toujours hyper intéressantes. Le problème d'Infinite, c'est qu'il n'y a pas de web. Il n'y a absolument pas de web, il y a des apps mobiles depuis un mois, mais jusqu'à il y a un mois, c'était une app desktop sur Windows et une app desktop sur Mac. Infinite, c'est une boîte qui a fait Techstars à l'été dernier, qui a une belle croissance, qui marche bien. Mais globalement, c'est une promesse qui est dure. Là, il y a 2 promesses qui sont extraordinaires. La première, c'est, quel que soit le fichier que j'envoie, je suis sûr qu'il va arriver. On a toute la techno derrière, une belle techno peer-to-peer, qui fait qu'à tout moment, à partir du moment où tu drag and drop un fichier, quelle que soit la taille, ça peut être des centaines de gigaoctets, il arrivera. La deuxième, c'est que la techno qu'on maîtrise, et qui est une vraie techno en propre, dans les meilleurs setups, elle va trouver le chemin le plus court entre les 2 peers, et elle ira 30 fois plus rapidement qu'un Dropbox ou autre, pour la même chose. Ça, c'est extraordinaire, mais ça développe tout un tas de problématiques qui sont qu'on n'a pas accès aux outils auxquels on a accès d'habitude. Ça a été un vrai problème avec Infinite. C'est aussi l'encryption. Globalement, tout ce qui passe sur Infinite, c'est totalement encrypté en end-to-end. On n'a aucune idée de ce que vous échangez. Rien. Je sais à peine qui vous êtes. C'est extraordinaire, mais derrière, quand on traquer les users, traquer l'usage et tout le reste, c'est hyper compliqué. Premier challenge avec Infinite, du coup, c'était l'analytics. Je vous le disais, à chaque fois qu'on a bossé avec des boîtes jusqu'à maintenant, on a des vrais conseils qui sont toujours les mêmes. Do field advanced scale, utilise le moins de temps possible sur la setup technique, et va à l'essentiel. Donc, prends tes data, setup Google Analytics. C'était un peu de mobile, Mixpanel c'est extraordinaire et ça marche très bien, Kissmetrics, d'autres outils un peu plus jeunes qui sont là. On a essayé avec Infinite. Il n'y a pas un seul des outils ready to use qui marchait. Rien.
Et comme je vous le disais, pour une raison très simple, c'est qu'on est en desktop. C'est qu'on est en desktop, on est sur des vraies technologies réseau, l'app elle est en C, et puis en fait j'ai barely une idée de qui utilise mon app. Donc il a fallu redévelopper tout un module d'analytics pour y arriver, et ça c'est 10% de ce que j'ai. Donc au bout d'un mois, on a eu 10% là vous avez 10% des maîtrises que j'avais, et qui sont là. J'ai fini par avoir pas mal de trucs, le problème c'est que quand on a ça, on n'a plus rien. Et là on a repris une vraie méthode qu'on utilise beaucoup en growth hacking, qui est cool. C'est le HAR. Donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que le HAR dans la salle. Le HAR, c'est un funnel qu'on utilise toujours en growth hacking, qui est le funnel de conversion d'un user, qui a 5 étapes, toujours, qui commence avec l'acquisition, donc comment j'arrive à acquérir mes users, qu'est-ce que j'en fais. L'activation, comment mes users rentrent en contact avec mon produit, comment je les active et comment je commence à les engager. Rétention, comment je les fais revenir, c'est assez straightforward. Referral qui est hyper important et encore plus pour Infinite parce que tout l'objectif, c'est que les gens s'envoient des choses, s'envoient des fichiers, et il y a un referral qui est vraiment organique et naturel. Puis après, les revenus. Ça, je vais être franc, on s'en foutait, parce qu'Infinite, c'est gratuit, c'est illimité, et le monde est beau. Donc ça, c'est cool. Mais globalement, les 4 premiers, c'est vraiment challenging. Là, vous le voyez, c'est un truc d'exemple. Je ne vous ai pas mis le vrai, parce que le vrai, on l'a développé en interne. Ça a été fait par des ingés, et comme j'avais envie d'éviter 2-3 brûlures de la rétine ce soir, il vaut mieux vous mettre des beaux exemples en couleur, quoi. Comment on l'a fait ensuite? Globalement, l'acquisition, quand vous êtes sur desktop, ça pose des vrais problèmes. Comme je vous le disais, l'écosystème, il est hyper compliqué. Quand on est sur Windows, on est hors du store, il n'y a pas de store. Et on peut faire des très belles OP d'acquisition. On a trouvé des sites et des relais. En quelques jours, on avait 30 000 downloads de plus, et pour pas 1 euro, c'était extraordinaire. Sauf que ces sites-là, ils te prennent ton exe, ils le hostent, et puis ils laissent le gens télécharger. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Donc on n'a pas de vrai chiffre de download, en fait. Donc on a dû se démerder pour avoir tous les chiffres du funnel d'acquisition en interne. Et on a fini par décider que l'acquisition, pour nous, un user qui était acquis, c'est un user qui allait lancer l'app pour la première fois. On arrive à récupérer un truc, une adresse MAC, une IP, un premier élément d'identification. Et ce user-là, il existe, ça y est, on l'a eu. On verra s'il va revenir, on verra ce qu'on va en faire, mais on a réussi à le traquer quelque part. Ça, c'est le premier step. Prenez l'activation. L'activation, j'aurais pu me dire, quand il sign up, c'est génial, vous fait un truc. Sauf que ça aurait été ce qu'on appelle une vanity metrics. Ce qui m'intéresse pas, c'est pas de savoir combien de gens téléchargent ou même l'installent. Ce qui m'intéresse, c'est combien de users vont rentrer vraiment en engagement avec le produit, vont commencer à comprendre la valeur ajoutée, vont commencer à s'en servir. Du coup, l'activation, la seule métrique qui m'a jamais intéressé, ça a été de savoir combien de users de cette cohorte, de ce funnel, vont faire leur premier transfert. Combien de users vont comprendre la valeur qu'il y a dans mon produit. Ça, c'est le step le plus important. Si vous arrivez à faire arriver votre user là, si vous l'avez bien onboardé, la suite de funnel devrait couler. Hop. Je vais vous sauter la rétention parce que ce n'était pas le focus et surtout il y a beaucoup plus de challenge sur les autres steps qui sont c'est intéressant pour ce soir. Globalement, le referral, vrai challenge pour Infinite, c'est une app d'échange. On sait que si on a un taux de referral pourri, c'est juste mort, et au contraire, on sait que cette app devrait avoir un taux de referral énorme. Encore une fois, c'est compliqué parce que sur Infinite, quand on envoie un fichier, de l'autre côté, il peut y avoir juste une URL, il peut y avoir rien du tout. On n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté au départ. Donc là, il faut matcher, il faut aller chercher sur nos serveurs, il faut mettre des events un peu partout. Parce qu'il y a des millions de méthodes pour récupérer un fichier, en vrai on en a 4. Je peux installer l'app, je peux récupérer une URL, je peux entrer un code dans l'app, je peux faire du deep linking. Il faut que chaque méthode me renvoie un event unique que je puisse ensuite matcher sur mon serveur. Et donc là, on est dans un cas vraiment compliqué. C'est pas juste, j'ai un site web, le user clique sur une URL et puis c'est bon, c'est matché. J'ai 4 apps différentes qui peuvent envoyer des trucs totalement différents. Et ça, c'était assez compliqué, mais finalement, c'est un truc qu'on a fait. Le referral, aujourd'hui, 2 métriques qui m'intéressent. La première, combien d'users de mon funnel vont inviter au moins une personne en une semaine? Est-ce qu'il y a un pouvoir de referral ou est-ce que ça marche pas du tout? Mais surtout, ce qui m'intéresse vraiment, et ça c'est challenging à faire, c'est combien de users invités ensuite vont aller accepter l'invite. Est-ce que je suis capable de faire comprendre la valeur de mon produit au mec qui est de l'autre côté? Et ça, c'est un vrai truc challenging pour suivre. Une fois qu'on a ça, et ça, croyez-moi, sans Mixpanel, ça met un bout de temps à faire, mais une fois qu'on l'a, on peut commencer à réfléchir sérieusement. On peut commencer à voir à l'étape d'après, et on peut commencer à itérer sur mon produit. Hop. Et du coup, on va rentrer dans le growth process. Je vous le disais tout à l'heure, sur les boîtes pour lesquelles j'ai bossé avant, on était toujours en Scrum ou sur des méthodologies à la semaine. Et l'idée, c'était de construire un produit. Donc on allait faire du user research, on allait faire des trucs, on avait des idées de features, on regardait le marché, on construisait, puis on regardait si ça marchait.
qui est cool avec Infinite, c'est que il y a 1 an, on était en plein dans la folie du growth hacking, on avait plein de méthodologies qui étaient super intéressantes et on a pu prendre un process super itératif. Avec le problème qu'on avait, c'est qu'on n'était pas sur mobile, donc personne ne nous disait allez-y, mettez un SDK et vous avez un A/B testing de près. C'était faites le process, allez-y, mais démerdez-vous. Et c'est ce qu'on a fait. On ne voulait pas lâcher le truc, on s'est dit il faut qu'on itère, il faut qu'on puisse faire de l'A/B test, y compris sur desktop, et on l'a fait. Du coup, on a pris un truc qui s'appelle le Growth Methodology et on l'a adapté à notre cas spécial. Et ça donnait ça. Je partais toujours mon funnel. Et en début de mois, je regardais où j'avais des gros problèmes. C'est assez simple. Le premier mois, j'avais d'énormes problèmes d'activation. Et on va voir après pourquoi, mais c'était assez straightforward. Puis on descendait. Une fois que j'ai pris mon funnel, je regarde mes tâches du mois, je fais des gros brainstorms avec toute l'équipe et je dis en fait c'est simple. On est juste complètement pourrave sur ce point, quoi. On n'arrive pas à activer les users, on n'est pas mauvais en download et les gens parlent de nous. Mais une fois qu'ils téléchargent l'app, ils en font strictement rien. Et ça a été un vrai souci qu'on avait au départ. Donc partant de là, on va commencer à lister les vrais objectifs du mois, de l'itération. On va sur une itération mois parce qu'en plus sur desktop, on a des vrais produits, des vrais problèmes de release. C'est pas aussi simple que sur web, on peut pusher une update en une journée. Sur le desktop, il y a une build fan à faire tourner et ça peut prendre 48 heures. C'est plus chiant, mais on avait ça. Et on itère. Et là, j'ai 2 exemples qui sont encore là. C'est qu'on savait que la première expérience sur Windows était juste pas terrible. On avait pas mal de sources qui nous indiquaient ce truc-là. Et puis on savait que la première expérience pour les users invités était pas dingue non plus. Donc ça, c'est un vrai exemple qu'on a eu en début de mois. Partant de là, on fait plein de bresto avec l'équipe. On ordonne tout. Et mon rôle à moi en produit, c'est de faire de la doc pour la moindre expérience qu'on veut mener. Il y a un truc dans ce framework et un truc dans ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de feature. Il n'y a que des expériences. Il n'y a rien qui s'appelle une feature, parce qu'une feature, ça voudrait dire que c'est un besoin pour le user. Et en fait, on n'en sait rien. On tente tout, et si les métriques ne sont pas bonnes, ça dégage aussi vite. C'est aussi simple que ça. Dans une doc de feature, dans une doc d'expérience, j'ai un objectif, c'est de comprendre quelque chose, toujours. Ça commence comme ça. Comprendre comment je peux augmenter mon taux d'activation en modifiant l'onboarding. Comment je peux augmenter mon taux d'activation en améliorant la première expérience après download. Il y a un seul objectif dans ces expériences, c'est de comprendre quelque chose. Parce que le résultat d'expérience, ça sera juste de me dire, tu as toutes ces métriques, elles t'apprennent quelque chose de nouveau, est-ce que tu veux l'améliorer? Est-ce que tu veux le jeter? Ou est-ce que tu dis, c'est bon, j'ai fini? Deuxième truc de l'expérience, c'est comme une vraie expérience quasi scientifique, c'est que je fais des hypothèses. J'en sais rien. Je pars du principe que l'idée que j'avais, elle est très probablement mauvaise. Et la seule chose que je vais essayer de faire, c'est de prouver soit qu'elle est mauvaise, soit qu'elle est bonne, et si elle est bonne, de l'améliorer. Donc l'hypothèse, c'est si cette expérience est successful, si elle marche, alors mon taux d'activation va augmenter de X%, parce que ça sera beaucoup plus simple de faire ça. J'ai une phrase complète qui m'explique vraiment l'objectif et ce que j'en attends. Si j'ai pas ça, c'est que je me plante. Si j'ai pas ça, c'est que je suis en train de faire un truc pour me faire plaisir à l'équipe, pour faire plaisir à 2 users, mais que ça m'aidera pas à améliorer mes stats. Et Infinite, à ce stade de la boîte, on voulait qu'une chose, c'était exploser les stats. Il manquait plus que ça pour que la boîte décolle. Autre truc sur les docs d'expérience, les contrôles métriques, c'est tout ce qui va faire l'A/B test. Globalement, je vous l'ai dit, après on en reparler plus tard, mais il y a un truc qui tenait vraiment à cœur de toute l'équipe et qui était super important, c'est qu'en 2015, on n'a pas le droit de dire on lance une feature, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est qu'en 2015, même si on est sur desktop, et même si on n'a aucun framework qui nous laisse le faire facilement, on doit tester, quoi. Il nous faut de la métrique. Donc au début d'expérience, je prends les contrôles métriques, je regarde toutes les stats que j'ai. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais 150 events possibles, donc je peux vraiment aller défoncer la database et voir ce que je veux. Je regarde s'il m'en manque. Dans la doc, je dis il me faut telle et telle métrique avant de lancer l'expérience, et puis je fais ça. Après, on va passer rapidement sur le design guidelines, je bosse avec un designer, ça c'est classique. Et surtout, ce qui est super important pour moi, c'est l'opportunity score. Là, une fois que l'expérience est mieux designée, une fois que j'ai la doc complète, je me dis ouais, mon objectif là, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que je pense que c'est intéressant et réalisable ou pas? Est-ce que je pense qu'on va être plus près de 10%, plus près des 5%? Et surtout, combien de temps ça va prendre à l'équipe tech de l'implémenter? Je fais un bargain des deux et j'ai un énorme backlog d'expérience. Là, à l'heure actuelle, mon backlog d'expérience, il est hyper long, il y en a des centaines. Et il y a la bonne moitié qui a des docs complètement prêtes et tout ordonné. Hop. Et je vous le disais, une fois que j'ai tout ça, je continue à taper dans tout ce que j'ai. Je vous ai mis la même slide. Ça, c'est une petite partie des events, mais je continue. J'ai des events du UI, j'ai des events web, j'ai tout. Un user qui a cliqué sur un bouton dans une app précise, je le sais. Ça, c'est super important parce que ça permet, une fois qu'on a soulevé un problème, une fois qu'on a des hypothèses,
on peut commencer à en détruire ou en certifier, juste en allant voir dans les events qu'on a déjà, quoi. Si je dis un user a du mal à comprendre la promesse parce qu'il n'a pas cliqué sur tel bouton, en fait c'est faux, parce que j'ai la métrique qui me prouve que tout le monde clique sur le bouton. C'est qu'il y a un problème ailleurs, il faut tester autre chose, mais ça sert à rien de perdre du temps à itérer là-dessus. Donc vraiment avoir cette démarche data-driven tout le temps, c'est super important pour nous. Puis après l'A/B testing. L'A/B testing, je vous le disais, le problème qu'on a eu dès le départ, c'est que c'est génial sur le web, c'est pas très dur, il y a plein de frameworks, il y a des boîtes en SaaS qui le font, c'est cool. Sur mobile, il y a Optimizely qui commence à le faire, ça marche pas trop mal, il y a d'autres frameworks, Facebook a open sourcé le sien, ça se passe bien. Sur desktop, on n'a pas trouvé un qui marche correctement. On a vraiment ce problème de marché, c'est qu'on fait quelque chose qui marche et que les users utilisent beaucoup, mais qu'on est très peu en fait dans le monde à le faire. Donc on a développé notre propre moteur d'A/B test en interne. Ça c'est un truc que j'avais jamais recommandé à aucune boîte et que je recommande surtout pas si vous faites autre chose que du desktop. Mais quand tu fais du desktop et que tu n'as pas le choix, tu fais ton moteur d'A/B test parce que c'est mieux que rien A/B tester et d'avoir aucune data. Donc on a développé. En gros, ce qui se passait, c'est qu'à distance, à chaque fois qu'un user se loguait dans l'app, on est capable de lui envoyer autre chose. Je veux tester telle fenêtre, c'est cool. Log-toi, tu vas télécharger les assets, le nouveau code, et ça va le faire. En moins de 10 secondes, tu as une app qui est différente de ton voisin, tu t'en es pas rendu compte. Ça a pris quelques semaines à développer, c'était pas évident, mais on l'a fait. Et ça nous a permis d'avoir pas mal de résultats et de nous rendre compte qu'il y a plein de trucs qui paraissaient normaux, qui paraissaient naturels et qui n'étaient pas du tout. On va voir après un exemple, mais il y a plein d'hypothèses qu'on aurait fait et qu'on a certainement laissé dans l'app et qu'on a dû détruire par l'A/B test. C'est dit en fait non. Il va savoir pourquoi, mais les users ne comprennent pas. On a la preuve écrite et c'est des stats. 3 trucs super importants qui là sont valables sur toutes les plateformes pour l'A/B test. Signifiant statistique. Et ça c'est un truc que je vois aussi avec beaucoup d'autres boîtes. Globalement aujourd'hui on veut tout A/B tester. C'est hyper bien. Sauf que quand tu as 100 users qui passent sur telle page ou qui utilisent telle feature, tu vas attendre 6 mois avant d'avoir assez de data pour te dire ça marche ou pas. Il y a une règle universelle qui est la signifiant statistique et tu ne peux pas y déroger. Donc après, je vais avoir un petit outil super simple pour calculer combien de users dans l'échantillon il faut avoir, mais super important. Deuxième truc qu'on oublie trop souvent, c'est l'isolation. Ça ne sert à rien d'empiler les expériences pour un seul et même user. Si tu as 10 000 users sur un mois et que tu veux en faire 5 expériences, ça peut devenir compliqué, donc il faut faire des bargains. Tu dis là j'aurais juste pas assez d'users, là j'en aurai assez. Mais en tout cas un user qui a 3 expériences successives sur la même fenêtre ou sur le même funnel, ça sert à rien. Parce que la première va empiéter sur la deuxième, qui empiétera sur la troisième, et les stats n'auront aucun intérêt. Le jour où tu releases ta variation sur l'ensemble de tes users, tu te rends compte que tu n'as pas du tout la même différence. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait le résultat que tu as eu, c'est pas le résultat d'une expérience, c'était éventuellement de 3 expériences cumulées, quoi. Donc ça ne sert absolument à rien, faire très attention. Et encore une fois, si tu n'as pas la masse nécessaire, faire gaffe. Et un truc aussi qu'on fait beaucoup, notamment sur les emails, parce que c'est la façon la plus simple de voir si une expérience marche ou pas, c'est les variations négatives. On dit toujours tu peux faire une variation A, une variation B, une variation Z, c'est cool. Mais la façon la plus simple encore de voir quand tu introduis une nouvelle feature si elle marche, c'est de faire une variation négative. 50% de mes users vont avoir une nouvelle chose, 50% des users ne l'auront pas. Est-ce que ça fait une quelconque différence sur ma rétention? Ça, tu le vois assez facilement. Les petits outils que je vous ai promis pour calculer les 2 trucs stats, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé les calculateurs de Optimizely, les calculateurs de pas mal de trucs. Ils sont tous très sympas. Ils ont tendance à vraiment minimiser les problèmes d'échantillons. C'est-à-dire qu'Optimizely, leur but, c'est que tu fasses des expériences le lendemain. Et c'est normal, c'est ce qu'ils vendent. Sauf que quand ils vont te dire que tu as besoin de 1000 users, tu vas te rendre compte en faisant tourner ton expérience, après en la réalisant, qu'en fait il t'aurait fallu 2 ou 3 000 pour que ça soit vraiment intéressant. Donc j'ai trouvé ce truc-là qui lui est vraiment d'outil statistique. C'est Evan Miller, c'est un freelance qui fait ça, evanmiller.org, du coup son site. Et il va te filer, les 2 premiers sont vraiment importants, les autres ça rentre vraiment très loin dans la stat, mais les 2 premiers sont cool. Le Sample Size Calculator, combien de subjects, combien de testeurs j'aurai besoin pour que mon A/B test ait une importance. Tu fais simplement ton taux de conversion au départ, ce que tu as envie de détecter comme effet. Et là, 5% c'est très faible. Des expériences qui font une différence de 5%, c'est que c'est vraiment cool et que vous avez vraiment changé beaucoup. Nous, on a eu pas mal de trucs qui changeaient 3-4% sur des gros volumes. Et là, on est déjà super content. Et il te sort un chiffre. Ça, c'est super important. Je sais que ça fait mal. Je sais quand on est en early stage ou autre, on a envie de tester tout de suite et de voir ce qui se passe. Mais si tu n'as que 100 users qui reçoivent un email, ça ne sert à rien. Parce que ça n'aura aucune signification statistique.
Et ça, c'est vraiment une erreur que j'ai fait aussi d'ailleurs, et quand on release à tout le monde, on se rend compte qu'en fait non, on n'a pas les mêmes stats. Bah, c'est normal, parce qu'il y a des règles dans ce monde et les stats c'en est une, quoi. Deuxième truc super intéressant de cet outil, c'est le keysquared test. Et là justement, ça va me dire, même si j'ai fait l'exercice précédent, et même si j'ai fait l'exercice où je lui dis combien d'users il me faut pour que ça soit signifiant, je lui rentre les résultats, et il va me dire si c'est signifiant ou pas. Globalement, c'est un test de variation, donc je lui dis juste dans mon sample 1, mon groupe de contrôle, j'en ai eu 14 sur 100, là j'ai eu 20%. Est-ce que c'était différent? Est-ce que c'était signifiant ou pas? Tout simplement. Ça, on peut essayer de le faire à la main, c'est des vraies stats qui sont passionnantes, mais après avoir étudié les calculs, etc., on est content d'avoir un outil qui le fait tout seul. Et ça, c'est super important par contre. On en revient aux vrais exemples, donc oui, je vous avais promis qu'on allait faire une petite doc pour regarder à quoi ça ressemble. L'un des premiers trucs qu'on a voulu faire, c'est tester l'in-app registration. Je disais, Productif, c'est une boîte qui a vraiment envie d'itérer à mort. Et la promesse principale, c'était d'envoyer des fichiers. Pas d'avoir une app jolie et sympa qui s'installe en 2 minutes et on fait un truc. Donc globalement, c'était une expérience qui était affreuse, mais c'est ce qu'il fallait faire pour sortir une première app hyper vite. Vous téléchargiez l'app, vous l'installiez, puis là vous vous retrouviez avec un lien qui vous disait, by the way, on va ouvrir une page web pour que tu t'inscrives. Évidemment, il y avait un drop-off énorme. Mais c'est pas grave, on avait pu tester aussi la partie, le user s'est inscrit, j'en ai eu 1000, 1500, 2000, et derrière ils ont fait d'autres trucs. Il fallait juste pouvoir tester le funnel entier très vite. On l'a lancé d'abord sur Mac, donc on a fait une vraie expérience où on a A/B testé le tout. On s'est rendu compte qu'on a gagné, je crois, 12% sur l'activation, ce qui est énorme chez nous. Parce que 12% sur des gros volumes, c'est dingue. C'est-à-dire que 12% des gens qui avaient installé l'app n'ont pas dit je ne me servirai jamais de cette horreur parce qu'il faut retourner sur le web s'inscrire. 12% de ces gens-là ont dit non mais finalement je reste, c'est bon, j'ai fait l'effort de l'installer. Puis on s'est dit ok, on va essayer sur Windows. Et là j'ai la doc qu'on avait écrite. Donc vraiment l'objectif c'est comment est-ce qu'on peut increase le taux d'activation en réduisant le funnel, en m'obligeant pas à retourner sur le web. L'hypothèse, en sachant qu'on avait fait un très bon score sur Mac, mais qu'historiquement on sait que sur Windows les scores sont souvent très différents, c'est de se dire on va réussir à faire un 5% d'increase du taux d'activation, on va augmenter ce taux-là de 5%. L'experiment design, c'était un lien vers le design. J'ai remis tout mon funnel et tous les events qu'il me faut pour être sûr qu'il ne m'en manque pas. Là, en l'occurrence, j'avais déjà tout. Mais il faut être sûr que tu n'as pas un event qui te manque avant, parce que si tu te rends compte en cours d'expérience que tu n'as pas l'event, tu es bon pour 2 semaines de collecte de data en plus et tu es dans la merde. L'A/B test. Je vous dis tout à l'heure qu'on A/B teste tout. C'est vrai sur Mac, mais on a des problèmes de plateforme. Sur Windows, c'est beaucoup plus complexe, donc l'A/B test ne peut survenir qu'après le login. On a fait un truc sur Windows, c'est qu'on était obligé de faire confiance à une data historique. Ce qu'on savait sur Mac, on s'est dit bon, ça marche très bien sur Mac, on va y aller avec une autre méthode, on va prendre les data historiques, puis on va comparer. Ça c'est le scénario qui n'est pas idéal, mais il y a des moments où entre 2 semaines ou 3 semaines de développement en plus, et dire on lance l'expérience après-demain, mais on verra ce qui se passe, et au pire on rollback, on dégage cette merde si data chute, on y va. Parce que tu n'as pas 3 semaines en startup, tu as 2 jours pour envoyer un truc et voir si ça marche ou pas. Et on y va. Et ça, c'est vraiment une doc, il n'y a rien de plus long sur ma doc. On a discuté avec la team, il y a eu le brainstorming qui a été fait, le design est prêt. Je lance mon expérience. Dès que c'est prêt, on peut y aller, quoi. Je vous le disais tout à l'heure, l'analyse. Quand l'expérience est lancée, j'ai 3 tonnes de data qui arrivent, on analyse tout. Et j'ai 3 outcomes possibles, pas 4. J'en ai 3 possibles et encore, il n'y en a que 2 acceptables. Le dernier, c'est que j'ai foiré un truc avant et que je m'en veux à mort. Le premier, c'est un succès, c'est cool. Si je pense qu'on peut encore améliorer les stats, on réessaye quelque chose d'encore mieux, on voit ce qui se passe. Si ça baisse, on rollback. Si ça baisse pas, on garde. Le deuxième, c'est un failure. On a killé énormément de features comme ça. Ça paraît hallucinant, mais il y a plein de trucs qui paraissaient naturels, qu'on a eu envie de faire. Des changements dans la vue d'envoi d'un fichier, pour que ça soit plus joli, mobile friendly, tout ce qu'on veut. Et en fait, ça marchait pas. En fait, les nouveaux users et les anciens users, parce qu'il y a évidemment toujours des buckets différents pour être sûr de ne pas avoir d'effet d'habitude, juste ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, même si nous on aime beaucoup, même si on se dit c'est plus beau, ça vire. Parce qu'il n'y a qu'un truc qui compte encore, c'est la data. Et si tu vois que tu es à 5%, 10% de moins, tu ne te poses pas plus de questions. Si c'est signifiant, ça tu as un volume de 10 000 personnes, tu dégages le truc. Et le troisième qui m'est arrivé 2 fois, et ces 2 fois-là, j'étais vraiment pas fier, c'est pas assez de data. C'est que j'ai foiré un truc avant. Je me suis pas rendu compte qu'il me fallait non pas 2000 users, mais 5000 pour avoir un truc signifiant. Je me suis pas rendu compte que personne utilisait la feature. Enfin, juste, j'ai foiré mon job, quoi. Et ça arrivé 2 fois. Et c'est le pire. Parce que tu dis, on a une expérience qui est en cours. J'ai pioché un truc. Je sais pas si les users s'en servent ou pas. Je sais même pas si ça les fait partir ou si ça les fait rester.
Et soit on va attendre 6 mois pour récolter assez de data, soit on rollback un truc qui possiblement marche. Alors du coup, dans ces cas-là, on fait d'autres trucs, on fait du user test, on fait plein d'autres trucs qui nous permettent de nous dire, en fait, c'est pas si mal ce qu'on a fait. Mais ça, c'est vraiment le pire des cas, et c'est pas du tout un truc qui devra arriver. Et voilà, ça c'est une fiche de résultat. Encore une fois, c'est hyper simple, parce qu'on n'est pas là pour perdre trop de temps sur la doc. Il faut que la doc soit hyper straightforward, mais qu'elle soit bonne. Je vous ai viré les chiffres bruts, mais globalement, là, j'ai fait mes résultats historiques, j'ai fait ma contrôle, j'ai mon taux de signifiance, et cette expérience-là, j'ai gagné 10% sur mon taux d'activation. Donc ça, c'est un truc qui marche. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est aussi de comparer toujours un vrai travail de data, et de me dire que j'ai quand même remarqué que dans mes data, j'ai dû attendre un peu plus longtemps parce que j'ai un vrai problème de volatilité sur Windows. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué, c'est que sur Mac, les datas sont assez linéaires. J'ai un taux d'activation à 70%, il va rester linéaire. Sur Windows, pour une raison qu'on n'a toujours pas réussi à identifier, je peux être à 90 sur une semaine et à 70 la semaine d'après. Et on a tout testé. C'est pas notre professionnel qui a un problème, c'est pas notre tracking. C'est éventuellement l'acquisition qui nous pose problème. Je vous disais tout à l'heure, on contrôle beaucoup moins les sources. Sur Mac, on contrôle le truc, ça vient de chez nous, de nos serveurs, tout va bien. Sur Windows, on a n'importe quel site miroir qui récupère l'exé, donc qui parfois balance des vieilles versions qui sont plus compatibles. Enfin bref, on a des problèmes hallucinants et ça peut expliquer ce truc-là. Mais je suis en train d'analyser mes data et de me dire, ça je l'ai remarqué, ça c'est grave, ça on va en faire un truc. J'apprends que dans le V1 step, dans le funnel, ça a évidemment amélioré l'expérience et que ça a fait monter mes chiffres. Ça je le garde parce que je m'en resservirai par la suite pour d'autres expériences. Et puis voilà. Et puis en gros, l'action, toujours finir par une action. Ce truc-là a marché, j'ai fait 10% de plus sur activation, j'en suis à 90%, franchement. C'est pas mal et j'ai de doutes que j'arriverai à faire plus. C'est un succès, on stoppe les B-testing, on passe à une autre expérience. Voilà, c'était mon petit démo du jour. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous me dites ce que vous voulez, je suis là. Boop, boop, boop.